Bonjour à tous, je m'appelle donc Paul Guénet, je suis cardiologue interventionnel. Merci beaucoup à Action Cœur de me donner l'opportunité de parler aujourd'hui avec vous de cette plaque vulnérable en OCT. Alors, beaucoup d'entre vous ne sont pas nécessairement cardiologues et beaucoup des cardiologues ne sont pas nécessairement cardiologues interventionnels. Donc je vous propose un petit rappel. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'OCT, c'est tout à fait normal. Et donc l'OCT, c'est une tomographie par cohérence optique. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que c'est un mode de visualisation, c'est un équivalent d'une caméra que vous allez devoir imaginer à l'intérieur de l'artère coronaire. Et c'est une caméra miniature qui a une résolution incroyable de l'ordre de 10 microns. Comment ça fonctionne? Vous allez mettre une source lumineuse qui va émettre donc des rayons lumineux proches des infrarouges. Et ces rayons lumineux vont être absorbés, vont être réfléchis par les structures adjacentes à l'intérieur du vaisseau coronaire. Et ça va vous permettre d'évaluer la structure coronaire. Et donc voilà l'image que vous allez avoir en OCT comparée à une image que vous allez avoir en coronarographie standard. Quand vous faites une coronarographie, vous avez un tuyau qui va dans l'artère coronaire, vous injectez de l'iode et vous avez un scanner qui visualise le chemin de l'iode qui est radio-opaque. Et vous devinez indirectement d'éventuelles irrégularités ou des sténoses dans le cheminement de cette iode le long de la coronaire. Et bien, à la place de cette imagerie, vous imaginez que désormais la caméra est à l'intérieur du vaisseau coronaire et qu'on peut voir depuis l'intérieur la structure du vaisseau et la composante de la paroi. Donc c'est extrêmement précis. Alors que la coronarographie, finalement, c'est pas vraiment une imagerie très précise. C'est pas une imagerie très précise parce que c'est une imagerie qui est bidimensionnelle et c'est pas une imagerie qui va vous permettre d'évaluer de façon objective les dimensions du vaisseau coronaire. Ça se fait globalement à l'œil. Ça ne vous estime pas la dimension précise de la plaque de gras, on le reverra. Quand il y a des plaques calcifiées, ça ne permet pas une bonne analyse précise. Et quand vous mettez en place un stent, ça ne vous permet pas d'être complètement certain que votre stent est parfaitement apposé et correctement expandu. Et donc finalement, l'OCT vous permet une résolution d'image qui est bien plus précise. Alors je vous présente ici une image typique d'OCT, donc cette espèce de grand œil, c'est la caméra miniature. Le cône d'ombre que vous voyez là, c'est le guide sur lequel la caméra va coulisser à l'intérieur de l'artère coronaire. Et voici une image typique que vous allez avoir. Donc là, c'est un plan de coupe, et en fait ce plan de coupe va être répété des centaines de fois, et vous allez pouvoir en déterminer un équivalent de film à l'intérieur du vaisseau, mais que vous visualisez non pas de l'extérieur comme une coro, mais directement de l'intérieur avec une précision inégalée. On peut même faire une analyse presque histologique du vaisseau, et vous voyez ici les couches intima, media, adventice. Donc ça, c'est une image normale, mais là, on va bien sûr parler d'images anormales, et donc l'OCT va nous permettre de faire l'analyse de ces images anormales et de confirmer des diagnostics. On va commencer par le diagnostic le plus fréquent, l'athérosclérose. Et vous avez par exemple ici un équivalent de plaque fibreuse, vous avez un épaississement de l'intima, du média qui apparaît en hypersignal et que vous pouvez quantifier. Vous pouvez aussi avoir les fameuses plaques de gras, la plaque lipidique à proprement parler, qui correspond également ici à un épaississement, mais plutôt en hyposignal, qui est plus difficile de délimiter et qui est recouvert d'une plaque fibreuse ici assez importante. Cette plaque fibreuse fait aussi de couvercle au-dessus du magma, si vous voulez, qui ne demande qu'à exploser. En cas de calcification coronaire, on en a beaucoup parlé, les calcifications coronaires, c'est un peu le grand ennemi en cardiologie interventionnelle. Déjà, on voit beaucoup moins bien en coronarographie, mais avec l'OCT, on les voit parfaitement. Et vous voyez, c'est cette association d'hypo et d'hypersignal extrêmement bien délimitée en imagerie par OCT. Et donc là, vous pouvez précisément évaluer le degré d'atteinte des calcifications en termes de circonférence du vaisseau, de profondeur du vaisseau, de longueur sur le vaisseau. Vous pouvez même voir s'il y a une protrusion à l'intérieur de la lumière, quelque chose que vous ne pouvez pas du tout faire en coronarographie, mais qui peut potentiellement avoir un énorme impact en termes de technique. Et donc finalement, c'est quoi cet intérêt de l'OCT, de cette imagerie dans l'imagerie? C'est de dévoiler des vulnérabilités sous-jacentes, et le plus important, c'est que ce sont des vulnérabilités qui sont méconnues par l'angiographie. Donc vous ne pouvez pas uniquement vous baser sur les résultats de l'angiographie pour savoir s'il y aura une plus-value. En fait, l'OCT apportera la plus-value. Il y a 3 grands axes dont je vais vous parler. Le premier, c'est de permettre un diagnostic précis en évaluant un mécanisme physiopathologique, d'adapter la stratégie thérapeutique en fonction des anomalies qui sont constatées, et une fois que cette stratégie thérapeutique de revascularisation a été mise en place, de confirmer l'efficacité de notre prise en charge. Alors je vous présente, pour vous montrer en quoi l'OCT peut aider au diagnostic, un cas clinique assez typique de ce qu'on peut avoir en cardiologie de nos jours.
Prenez un patient de 70 ans, antécédent d'hypertension artérielle, qui présente une douleur thoracique de repos prolongée, qui motive un appel du SAMU. Le SAMU arrive, il a des troubles de la repolarisation à l'électrocardiogramme, on dose le marqueur biologique de souffrance cardiaque, la troponine, qui est élevé, on fait une échocardiographie qui dit qu'il n'y a pas de trouble de la cinétique, un cœur qui se contracte normalement. Ce patient présente un cas typique de syndrome coronaire aigu, il va bénéficier d'une coronarographie. Vous avez ici une image de la coronarographie. On peut voir que l'iode se diffuse correctement dans le vaisseau. On peut dire ici que le calibre du vaisseau est légèrement diminué, un petit peu plus irrégulier qu'en amont et qu'en aval. Donc là, la conclusion de la coronarographie, c'est qu'il y a une plaque d'athérome non obstructive. On ne peut pas forcément aller plus loin dans le diagnostic, même si on peut supposer que ça avait un rôle à jouer dans ce qui s'est passé. Et bien, grâce à l'OCT, on va faire une analyse très fine. Et là, cette plaque qui ne semblait pas obstructive à la coronarographie, eh bien, on va voir qu'en fait, il y a une rupture. On peut voir ici avec une déchirure intimale. Et il y avait donc une plaque lipidique qui s'est vidée à l'intérieur de l'artère et qui a abouti à la formation d'un thrombus et qui est responsable du symptôme. Ça, c'est un diagnostic qu'on peut confirmer de façon objective grâce à l'OCT et qu'on n'aurait pas pu faire grâce à la coronarographie seule. Et l'OCT est tellement précise qu'on va même pouvoir faire la distinction entre une rupture de plaque, vous voyez ici, un défaut de continuité, une déchirure de l'intima, et une érosion de la plaque qui correspond à un émoussement de cette chape fibreuse au-dessus de la plaque avec la formation de thrombus. Ça peut permettre d'autres diagnostics, pas juste uniquement dans l'athérosclérose, la dissection coronaire spontanée par exemple, qui est une pathologie complètement différente, où vous allez avoir un hématome, donc une accumulation de sang qui va se constituer dans la paroi du vaisseau. Angiographiquement, ça peut être très difficile à diagnostiquer entre de l'athérosclérose, du spasme coronaire ou une dissection. Eh bien, l'OCT va vous permettre de poser le diagnostic avec certitude en confirmant la présence de cet hématome et en visualisant même la zone de déchirure où s'est constitué l'hématome. Si on prend le cas de la thrombose de Stenz, ça c'est exactement un cas clinique où l'imagerie est vraiment presque indispensable maintenant. La thrombose de Stenz, c'est un événement qui est rare, mais c'est un événement qui est extrêmement grave. Vous mettez un stent et paradoxalement, un thrombus va se constituer, généralement de façon brutale, et souvent ça fait des dégâts très importants. La thrombose de Stenz, elle peut être favorisée par des éléments systémiques, le patient qui continue de fumer, qui arrête de prendre ses traitements, mais régulièrement elle va être favorisée par des causes locales. Ces causes locales, on les voit très mal à la coronarographie. Et l'imagerie endocoronaire, notamment par OCT, va permettre de vous dévoiler ces mécanismes, ce qui permet d'apporter une réponse au patient à pourquoi l'événement est survenu et surtout de mettre en place des mesures correctives. Et je vous donne quelques exemples ici de mécanismes qui peuvent donner des thromboses aiguës, donc une sous-expansion du stent, une dissection de bord, c'est-à-dire qu'en mettant le stent, on va causer une déchirure du vaisseau, soit à l'entrée du stent, soit à la sortie du stent, mais dans une zone qui n'est pas couverte, ou à l'inverse, si on n'a pas pris un stent suffisamment long et qu'on n'a pas couvert toute la plaque. On a d'autres mécanismes qui peuvent avoir un impact beaucoup plus tardif dans la survenue de thrombose de stent, la réapparition d'une athérosclérose à l'intérieur du stent, une malapposition que vous voyez ici avec le stent qui flotte en quelque sorte dans le vaisseau, qui n'est pas en contact avec la paroi du vaisseau, l'invagination, la fracture ou un défaut d'endothélialisation. Dans le cas des calcifications, l'imagerie endocoronaire, notamment par OCT, va être extrêmement intéressante pour adapter la stratégie. Pourquoi ? Parce que la résolution est bien meilleure que la coronarographie. Si vous avez des calcifications très sévères, la coronarographie vous le dit, très bien. Mais en dehors de vous dire que vous avez des calcifications très sévères, c'est peu précis. L'OCT vous permet d'évaluer la profondeur, l'épaisseur, le degré de circonférence du vaisseau qui est atteint et la longueur du vaisseau. Et en fonction de ces caractéristiques, vous allez pouvoir employer des outils différents. Parce qu'on dispose à l'heure actuelle d'un certain nombre d'outils pour traiter des lésions coronaires de façon percutanée. On a le ballon non compliant, qui est un ballon qu'on va pouvoir gonfler à des pressions extrêmement élevées. La lithotripsie, qui est un ballon qui va délivrer des ultrasons qui vont fragmenter la plaque de calcaire. Et on a l'atérectomie, on va utiliser une fraise à l'intérieur du vaisseau. Ces différents moyens s'adressent à des calcifications différentes. L'atérectomie, c'est plutôt pour des calcifications qui protrusent dans le vaisseau, qui sont superficielles. La lithotripsie, c'est typiquement pour des calcifications qui sont très profondes et qui ne seraient pas du tout atteintes par l'atérectomie. Le ballon non compliant, c'est plutôt pour des calcifications peu sévères. Et on a testé, dans des essais randomisés, le fait d'adapter la stratégie, le mode de revascularisation aux résultats de l'OCT. Je vous présente ici cette étude française, une petite étude, mais publiée très récemment, où on randomisait les patients qui présentaient une lésion coronaire calcifiée à être traités soit uniquement sur les résultats de la coronarographie, donc ça c'était ce qu'on a toujours fait depuis 30 ou 40 ans, versus à être traités
par une imagerie endocoronaire qui permettait de guider le geste. Et vous avez ici l'algorithme de décision en fonction des caractéristiques de la calcification, dont le protocole recommandait d'employer tel ou tel traitement. Et bien, cette étude a montré de façon objective qu'on obtenait un bien meilleur résultat en termes d'implantation de stent quand on utilisait cette imagerie endocoronaire. Et ce n'est pas uniquement pour les calcifications que c'est utile. Vous avez ici différents exemples de plaques athéromateuses. Ici, une plaque lipidique, toute simple, pas de calcification. Et bien, grâce à l'imagerie endocoronaire, vous allez pouvoir quantifier de façon très précise le diamètre du vaisseau, la longueur précise de la plaque. Et comme vous voyez qu'il n'y a pas de plège, vous savez que vous pouvez mettre directement un stent d'emblée sans problème. A l'inverse, si vous avez une lésion très fibrotique, vous allez pouvoir la préparer en utilisant un ballon standard. Si vous avez des calcifications, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez adapter en fonction du degré des calcifications le ballon non compliant, voire sortir l'artillerie lourde pour les calcifications les plus sévères. Une fois que vous avez mis en place votre stent, l'imagerie est toujours utile, elle est même presque indispensable pour confirmer que vous avez bien traité la lésion et que vous n'avez pas laissé une éventuelle erreur qui pourrait s'avérer terrible dans le futur. Notamment, on va vérifier l'absence de dissection de bord, donc une déchirure à l'entrée ou à la sortie du stent, un stent incorrectement apposé qui flotte un petit peu dans l'artère ou une sous-expansion du stent. Il y a eu beaucoup d'études randomisées sur l'intérêt de l'OCT par rapport à l'angiographie. Je ne vais pas vous faire une revue exhaustive et un petit peu fastidieuse, mais je voudrais vous présenter cette méta-analyse en réseau. Donc on a pris tous les essais randomisés sur la question, en l'occurrence 22 essais, dont près de 11 évaluaient l'imagerie par OCT en particulier. Ça représentait près de 16 000 patients, dont près de 4 000 qui ont bénéficié d'une imagerie endocoronaire par OCT. Et si on prend globalement tous ces résultats, qu'on les poule, ben voilà ce que ça donne. Quand on compare l'angioplastie coronaire, donc la mise en place d'un stent, en utilisant uniquement les données de la coronarographie standard, par rapport à si on se guide dans l'application du stent avec des données de l'OCT, vous réduisez des événements tels que la mortalité d'origine cardiaque et la thrombose de stent, et de façon significative. Donc il y a un vrai impact dans la vie du patient et dans la gestion de ces patients. Et on pourrait même aller plus loin dans le futur. L'OCT a une telle résolution qu'elle pourrait presque changer le paradigme de la prise en charge de ces maladies coronaires. Le paradigme actuel, c'est qu'on envisage une angioplastie coronaire, donc la mise en place d'un stent, soit dans un contexte aigu, si vous avez des lésions serrées ou thrombotiques, pour le traitement d'un syndrome coronaire aigu, d'un infarctus, et dans le contexte chronique, si vous avez des lésions significatives. Alors qu'est-ce que ça veut dire significative? Ça veut dire serrées à l'angiographie ou qui ont un retentissement hémodynamique, qui vont altérer de façon objective le flux sanguin, et avec une ischémie documentée, donc une souffrance cardiaque généralement à l'effort. Eh bien, l'OCT permettrait de changer ce paradigme en disant qu'en fait, on pourrait presque maintenant envisager une angioplastie préventive de plaques vulnérables qui ne sont pas en tant que telles serrées, qui n'altèrent pas forcément l'écoulement du flux sanguin, qui ne sont pas forcément associées à une ischémie documentée, mais qui présentent des caractéristiques qui montrent qu'elles risquent plus tard d'exploser et de conduire à la formation de thrombus. Et ça a été testé, validé dans un essai randomisé récent qui s'appelle l'étude PREVENT, qui était une étude coréenne. Dans cette étude PREVENT, ils ont déterminé des caractéristiques de vulnérabilité de plaques. Un certain nombre d'entre eux étaient étudiés par imagerie endocoronaire et vous avez l'exemple ici d'une plaque vulnérable, avec notamment une chape fibreuse très très fine au-dessus d'une plaque calcifiée et lipidique qui ne demande qu'à exploser et à créer un thrombus dans le vaisseau. Ça, c'est typiquement des lésions qui, à l'heure actuelle, ne doivent pas être traitées par un stent. Mais dans l'étude, ils se sont dit, c'est une lésion vulnérable, et bien, soit on va la traiter avec un traitement médicamenteux standard, selon les recommandations actuelles, soit en plus de ça, on va mettre un stent de façon préventive et on va voir ce qui se passe. Et voilà ce qui s'est passé au niveau clinique. Avec un suivi qui allait jusqu'à 7 ans, on avait une réduction de presque de moitié du target vessel failure, ce qui est un composite en gros de tous les défauts de la mise en place du stent ou de récidive d'infarctus. Et il y avait également une réduction de près de 30% du risque de mortalité d'infarctus ou de toute revascularisation. Donc encore une fois, un vrai impact dans des signes cliniques extrêmement forts. Et donc en conclusion, l'OCT, c'est l'outil d'imagerie endocoronaire qui dispose à l'heure actuelle de la meilleure résolution et l'OCT va permettre de dévoiler des vulnérabilités. Et ce qui est très important, c'est que ces vulnérabilités sont insoupçonnées à l'angiographie coronaire. Ça a un but à visée diagnostique, ça a un but pour guider l'angioplastie coronaire et prévenir des complications futures et ça permet potentiellement d'identifier des plaques à risque qui pourraient presque bénéficier d'une angioplastie préventive. Et je vous ai présenté ici les recommandations européennes récentes qui donnent un rôle extrêmement important au recours à l'imagerie avec un niveau de rang 1, donc le plus fort, et un niveau de preuve A, donc très élevé. Merci beaucoup.